Décidément, le jour me nuit. Si vous avez vu le film dont je vais vous parler, vous aurez compris la référence. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc, il sera question du deuxième numéro du concept Ces films mal aimés que j'aime bien. Après vous avoir parlé de Hollow Man de Paul Verhoeven, j'ai choisi de vous parler du dernier film de Mel Brooks, à savoir Dracula, mort et heureux de l'être, ou en anglais Dracula Dead and Loving It, réalisé donc en 1995 ou 1995, et sorti en France et en Belgique en 1996, donc 1996. Et donc au casting, nous retrouvons Leslie Nielsen dans le rôle du comte Dracula, Amy Asbeck dans celui de Mina Harker, Mel Brooks lui-même dans le rôle du professeur Van Helsing. Vous saurez pourquoi je prends cet accent si vous avez vu le film. Peter MacNicol dans celui du notaire Renfield, et également pour le reste Steven Weber, Harry Cormac ou encore Lisette Anthony. L'histoire, en quelques mots, c'est le comte Dracula qui achète l'abbaye de Carfax, et donc il profite de cette occasion pour transformer le notaire Renfield en esclave et pour se rendre à Londres en bateau pour lequel il décime quasi l'entièreté de l'équipage. Et une fois arrivé à Londres, il va faire la rencontre du docteur Seward, qui est donc le directeur d'un asile d'aliénés, et également de sa fille Mina, et de la meilleure amie de cette dernière, Lucie. Et donc le comte se met en tête de séduire ces deux jeunes femmes, et face au danger, le docteur Seward décide de faire appel à un spécialiste du genre, savoir le professeur Van Helsing. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ce film? Eh bien tout simplement parce que j'adore Mel Brooks et la parodie en général. Moi, il faut savoir, mais je l'avais déjà évoqué lors de ma vidéo sur Scary Movie, que voilà, la parodie est un genre que j'apprécie en soi, et que mes maîtres en la matière, c'est un peu les Monty Python, les As, donc le trio Zucker, Abraham Zucker et Mel Brooks. Et alors, il faut savoir que ce film, d'ailleurs, ce dernier film, comme je l'ai dit, Dracula, mort heureux de l'être, a été très mal reçu à la fois par la critique et le public, tout comme les derniers films de Mel Brooks, je veux dire, donc, que ce soit La folle histoire de l'espace, donc la parodie de Star Wars, ou Sacré Robert des Bois, qui était la parodie de Robert des Bois de Kevin Reynolds avec Kevin Costner, n'ont pas été très bien accueillis, et donc je vais y revenir. Voilà. Je vais commencer par un petit contexte de production. Alors, il faut savoir que voilà, début des années 90, Mel Brooks voulait changer un peu de style en réalisant Chienne de vie. Chienne de vie qui était une comédie sociale dans lequel, bon, j'ai vu le film il y a un moment, mais en gros, un milliardaire décidait le temps d'une journée de se faire passer pour un clochard, voilà, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, voilà, cette comédie n'a pas pris du tout, voilà, donc ça s'est soldé par un gros échec commercial, malgré quelques critiques qui louaient justement l'envie de Mel Brooks de changer un petit peu de style. Et donc, il s'est dit qu'il allait retourner à ce qu'il savait faire de mieux, à savoir la parodie. Sauf qu'entre-temps, la parodie, elle avait quelque peu changé. Et comme je l'avais déjà dit lors de ma vidéo sur Scary Movie, début des années 80, on a donc les As, donc le trio Zucker, Abraham Zucker, les créateurs des Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic, ou encore les Hot Shots, qui proposaient comme ça un humour à la fois parodique, donc qui se moquait des films de genre, des films d'action, des films catastrophes, etc. Mais tout en se moquant également, et c'était la petite différence avec Mel Brooks, de la pop culture ou de la culture de masse, qui faisait des références notamment à des publicités de l'époque ou merchandising de l'époque, etc. Et donc Mel Brooks, il s'est dit que dans un tel contexte, il avait un petit peu fait le tour, parce que voilà, c'est un petit peu lui, je veux dire, le roi de la parodie dans les années 70, avec des films que vous connaissez certainement, comme Frankenstein Junior, Le shérif est en prison, ou encore Silent Movie, qui parodiait les films muets, ou encore Le Grand Frisson, qui parodie les films d'Hitchcock. Et donc voilà, donc des films qui aujourd'hui sont considérés vraiment comme des classiques du genre, des classiques de la parodie. Et donc il voit débarquer début des années 80 les As, et il se dit
que voilà, il a un petit peu fait le tour, mais il a quand même envie, malgré tout, au début des années 90, de revenir un petit peu sur le genre. Alors, il faut savoir qu'avant Chaîne de Vie, il avait fait La folle histoire de l'espace, qui est une parodie de Star Wars, qui a son lot de fans. Enfin, voilà, moi personnellement j'aime beaucoup, et également son lot de détracteurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ce film. Et donc, comme je le disais, donc les dernières parodies de Mel Brooks, hein, donc à savoir La folle histoire de l'espace, Sacré Robin des Bois ou encore Dracula mort heureux de l'être, ont été globalement mal reçues, pour la simple et bonne raison qu'on a reproché à Mel Brooks d'être esthétiquement daté, et aussi d'avoir pris le train un petit peu en retard. C'est-à-dire que Mel Brooks, il s'est dit, voilà, étant donné que les As ne se contentent plus de parodier un genre bien défini, qu'ils parodient également la pop culture, je vais faire la même chose. Sauf que c'est, il faut bien le dire, c'est fait avec un petit peu plus de lourdeur et moins de finesse. Et et alors, ce qu'il faut savoir aussi, et cette fois-ci je reviens vraiment à ce Dracula mort heureux de l'aide, c'est qu'il a été marqué par quelques petits problèmes de production, à commencer en premier lieu par le comportement, paraît-il, insupportable de Leslie Nielsen, qui, voilà, Leslie Nielsen qui lui-même avait été révélé par les As, hein, dans, voilà, notamment son rôle de policier crétin Frank Drebin dans les Y a-t-il un flic, également de médecin incompétent dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, et qui par la suite ne fera plus que des films parodies, pas toujours de très grande qualité d'ailleurs, alors que Leslie Nielsen, enfin je veux dire, qui avait quand même déjà une très longue carrière, et je veux dire avant les années 80, était connu pour faire des rôles très sérieux, voilà. Et donc Mel Brooks se dit que quoi de mieux que de faire appel à Leslie Nielsen, qui est un petit peu la star de la parodie, hein, je veux dire à cette époque-là. Sauf que apparemment, il aurait fait sa diva pendant tout le tournage. Il exigeait de tourner à des heures bien précises. Quand il n'avait pas envie de tourner, il le faisait comprendre. Il y avait même des jours où il ne voulait pas se rendre sur le tournage. Il y avait même des fois où il n'avait pas envie de tourner avec certains acteurs, donc apparemment ça a été vraiment très très compliqué. D'ailleurs, Mel Brooks attribuerait une partie de l'échec commercial de son film au mauvais comportement de Leslie Nielsen. Il faut ajouter aussi à cela les propos de l'actrice Lisette Anthony qui interprète Lucy, donc la meilleure amie de Mina, qui c'est un peu plainte du fait que qu'elle passait le plus clair de son temps en décolleté, je vais dire assez plongeant, et que elle se sentait quand même un petit peu mal à l'aise d'être comme ça vue par l'ensemble de l'équipe, mais en même temps elle se disait qu'elle tournait pour un maître de la comédie, donc ça passait. Et donc voilà. Et il faut savoir que Mel Brooks, je veux dire, a toujours été très attiré par les femmes comme ça, très pulpeuses, très envoûtantes, on va dire. Mais ça, c'est un autre débat. Bref. Alors, je vais commencer par un peu quand même parler de la mise en scène. Alors, j'ai envie de dire, déjà, la direction artistique du film est très belle, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, même si le film comporte comme ça quelques clins d'œil parodiques au Dracula de Coppola, parce que voilà, Mel Brooks, il a voulu parodier Dracula, parce que le Dracula de Coppola est sorti quelques années avant, 92, et a cassé la baraque au box-office, donc il s'est dit, quoi de mieux que de le parodier. Geste qu'il avait déjà fait auparavant avec Sacré Robin des Bois, qu'il a réalisé, parce que le Robin des Bois avec Kevin Costner était sorti un peu avant et avait cassé la baraque. Bref, et donc voilà, hormis quelques clins d'œil au Dracula de Coppola et au Nosferatu de Murnau, c'est ici le Dracula de Todd Browning qui est clairement parodié, dans la mesure où Mel Brooks, vous l'aurez compris à la lecture du résumé, reprend quasiment le même scénario, et tout en lui rendant hommage, parce que, je le redis, la direction artistique est très semblable à celle du film de Todd Browning, donc c'est-à-dire on a ces décors comme ça qui sont en carton-pâte, hein, je veux dire, voilà, ces montagnes, le château du comte Dracula, ou encore les environnements, les jardins, les buissons, donc on sent que c'est de la maquette, on sent que c'est du carton-pâte, hein, je le répète, mais il y a quand même ce côté vintage qui tient encore la route, quoi, même si déjà à l'époque, au milieu des années 90, on est déjà dans l'air, hein, je veux dire, des effets visuels, des CGI,
détails, hein. On sent que Terminator 2 et Jurassic Park sont déjà passés par là, mais voilà, Mel Brooks, il veut rester dans ce côté comme ça, un peu palpable, hein, comme on dit, et honnêtement, ça rajoute un bon cachet au film, hein, je veux dire, donc qui renvoie au classique de la Universal Monsters, hein, donc Dracula, Frankenstein, le loup-garou, et également aussi un peu à la Hammer, dont il y a d'ailleurs un plan, je veux dire à la fin du film, on va voir, je veux dire de très loin, donc le comte Dracula qui va courir pour retourner à son château, et alors par après on va revoir donc le professeur Van Helsing accompagné du docteur Seward et de Jonathan Harker qui vont eux-mêmes, je veux dire courir après le comte, et ils vont être filmés comme ça de très très loin, on va les voir quasiment presque en ombre chinoise. Et ça, c'est un gros clin d'œil à la Hammer. Voilà. Il y a également un autre clin d'œil à la Hammer qui renvoie au film Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher avec Christopher Lee. Où on voit Dracula qui fait un cauchemar et dans son cauchemar, il mange une cuisse de poulet et il boit un verre de vin rouge. Donc voilà, donc on sent que Mel Brooks avait quand même de bonnes idées derrière la tête en faisant son film, voilà, qu'il voulait clairement rendre hommage un peu à l'histoire du cinéma avec tout ça. Et donc, je le dis, donc la direction artistique est irréprochable. On a également 2 séquences de danse impliquant Dracula et Mina Harker qui sont très belles, hein, je veux dire, où vraiment il y a d'abord cette musique comme ça assez envoûtante et en même temps très énergique. Alors voilà, je sais pas exactement si Leslie Nielsen et Amy Yazbek ont réellement dansé, mais en tout cas c'est vraiment beau à voir. Et donc on voit cette chorégraphie qui part comme ça dans tous les sens, hein, on les voit virevolter, voler, etc. Et là on sent que Mel Brooks a vraiment eu envie de s'inspirer de tout ce que pouvait refléter le personnage de Dracula et sa capacité de voler, de séduire également les jeunes femmes pour se faire plaisir. Et donc voilà, donc des séquences de danse très bien chorégraphiées, très belles. Donc pour quelques points positifs. Et alors quant au scénario, je le répète, hein, c'est clairement la même chose que le Dracula de Browning. D'ailleurs, la séquence assez drôle de présentation du professeur Van Helsing, où on va voir donc qu'il est entouré d'étudiants et voilà, il ausculte un cadavre et alors il va dire à ses différents étudiants, ah tenez-moi ça, de leur donner les attestats, puis le cure, etc. On va les voir tous tomber dans les pommes. Et alors à la fin, il va en rester un seul. Il va lui dire, ah tenez, voici un beau cerveau. Et alors l'étudiant va s'évanouir. Et alors c'est pas du tout la même séquence dans le Dracula de Browning, mais en gros, on a une scène similaire où dans le Dracula de Browning, on va voir Van Helsing qui va enseigner, je vais dire, la découpe de cadavres à ses élèves. Donc voilà. Donc on sent, hein, c'est une parodie, hein, mais qu'il y a des scènes que Mel Brooks a repris trait pour trait, mais qu'il a mêlé à sa sauce. Ou alors également cette séquence où, donc dans le film de Browning, on voit le cercueil du comte Dracula qui va, je veux dire voilà, qui va être un peu, je veux dire qui va tomber dans tous les sens dans le bateau. Ici, Mel Brooks va transformer ça en gag. On va voir le cercueil qui va tomber de droite à gauche, avec Renfield qui crie dans tous les sens. Donc voilà, on sent clairement qu'il y a de l'inspiration dans tous ces gags. Mais vous allez me dire, au fond, qu'est-ce qui ne va pas avec ce film? Ce qui ne va pas, c'est clairement le manque de rythme, hein, mais qui se faisait déjà sentir dans Sacré Robin des Bois et dans La folle histoire de l'espace, et aussi parfois le manque de lien avec les gags. Et ça, c'est quelque chose que justement les As avaient compris. C'est que toutes les blagues, hein, parce que voilà, le principe des As, c'était qu'il y avait au moins une blague ou un gag à chaque plan. Voilà, un gag visuel ou une référence, mais tout était toujours lié. Or ici, Mel Brooks parfois va par exemple mettre un gag et enchaîner ensuite avec un gag qui n'a absolument rien à voir avec le reste, quoi. Je vais dire, hein, je pense par exemple, je vais dire voilà au concours, hein, je vais dire de celui qui a le dernier mot entre Van Helsing et Dracula, qui va revenir d'ailleurs plusieurs fois dans le film. Voilà, on va voir Van Helsing qui va vouloir dire le dernier mot, puis Mel Brooks va enchaîner avec un dialogue non sensique, je vais dire, émanant de Jonathan Harker. Donc voilà, on a l'impression que des fois, il met un petit peu des gags pour mettre des gags,
que parfois voilà, il y a des effets peut-être un petit peu faciles où on va voir je veux dire notamment l'ombre de Dracula qui va marcher normalement pendant que le comte va chuter dans les escaliers. Aussi parfois au niveau des décors, je veux dire les acteurs qui vont être comme ça un petit peu statiques, qui donnent l'impression de pas savoir trop comment se fondre dans le décor, voilà. Ça cabotine aussi pas mal, alors vous me direz, on est dans une parodie, donc le cabotinage, etc. Il y en avait déjà un petit peu chez les As, mais là où chez les As, justement, c'est, voilà, les acteurs se la jouaient premier degré, alors que le fond était complètement loufoque, et c'est ça aussi qui fait le cachet des As, hein. C'était le jeu premier degré des acteurs face aux situations complètement absurdes. Ici, chez Mel Brooks, c'est le jeu est surjoué et les situations sont absurdes. Dès lors, on se dit que on a un petit peu de mal à croire à tout cela, alors que, je veux dire, voilà, c'est Dracula. Il y a quand même, faut bien le dire, des scènes dramatiques, hein, je pense, notamment si vous avez vu le film, hein, également quelque chose que Mel Brooks a gardé du film de Coppola, le sort funeste réservé à la pauvre Lucie. C'est tout sauf comique, quoi. Je veux dire, et ici, voilà, c'est vraiment poussé dans le cadre de l'exagération. Pareil concernant Renfield, hein, Renfield qui va devenir littéralement l'esclave du Dracula, condamné à manger des insectes, à devenir complètement fou, qui ici fait vraiment office de gros débile mental. Et ça, plus voilà, le jeu quand même assez surexcité de Peter McNichol, que j'aime beaucoup de demeurant, hein. J'ai découvert dans Mr Bean ou dans Ghostbusters 2 ou dans Les Valeurs de la famille Adams, mais qui ici est en roue libre totale, ce qui peut parfois un petit peu agacer, et donc on sent que, en ce sens, Mel Brooks a un petit peu pris le train en retard, quoi. C'est-à-dire qu'il a voulu rester fidèle à son style, hein, de parodie. Si vous avez vu Frankenstein Junior où le shérif est en prison, Mel Brooks, lui, il veut seulement parodier pour parodier. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement de parodier le genre. Mais il va pas parodier la pop culture ou les publicités de l'époque ou ce genre de choses. Et alors également dans ces films, voilà, dans Frankenstein Junior, si même des fois les acteurs se permettaient, notamment Gene Wilder dans le rôle du professeur Frankenstein, de parfois un petit peu cabotiner, on y croyait à ce qui se passait parce que Mel Brooks assistait quand même sur le danger potentiel. Et ici, dans le Dracula, voilà, on sent que tout est complètement loufoque, que tout est fait pour faire rire, et ça a ses limites, quoi. D'où le fait que la sauce n'a pas pris, voilà, que le film a été un échec cuisant, même si je trouve qu'à mon sens, il s'en tire un peu mieux que dans son sacré Robin des Bois, où là, Mel Brooks n'évitait pas toujours la pochade, loin de là. Ici, on reste quand même dans quelque chose de, voilà, de plus familial, de, voilà, de pas trop gras, je vais dire. Et voilà. Alors globalement, malgré tout, j'apprécie ce Dracula mort heureux de l'aide. Je le disais, dernier film en date de Mel Brooks, même si il est revenu il y a 2-3 ans sur la folle histoire de l'espace. Pardon, sur la folle histoire du monde, excusez-moi, la folle histoire du monde partie 1 qui était sortie au début des années 80. Il a, bon, je n'ai pas vu cette suite, hein, mais fait apparemment une deuxième partie intitulée La folle histoire du monde partie 2. Donc voilà, il est quand même revenu apparemment un petit peu sur le devant de la scène à 98 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Mais globalement voilà, donc l'échec de Dracula, comme je le disais, l'a assez bien meurtri et ça l'a motivé à prendre sa retraite. Mel Brooks qui avait déjà 70 ans au moment du tournage de Dracula. Et depuis, il a refait un petit peu de doublage par-ci par-là, notamment dans des films d'animation bien connus comme les Hôtels Transylvanie. Hein, c'est assez drôle d'ailleurs, dans le rôle du père de Dracula, Vlad l'Empaleur, voilà. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce Dracula mort heureux de l'aide, qui fait donc partie de ces films mal aimés que j'aime bien, malgré les défauts évidents que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà, mais qui pour moi, même presque 30 ans après, reste toujours un bon petit plaisir à voir, je dirais même aller un petit plaisir coupable si vous voulez, mais voilà.
Alors si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, voilà, à me dire ce que vous pensez de cet ultime film de Mel Brooks, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. On en débat bien évidemment dans la joie et dans la bonne humeur, même si on n'est pas d'accord. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour parler de bien d'autres choses et je vous souhaite un bon dimanche. Salut, salut, ciao.